Donc je m'appelle Émile Duport, j'ai 37 ans et mon métier c'est d'être web agitateur et influenceur sur le numérique, principalement sur tout ce qui est sujet de société. Pour moi c'est un des sujets les plus graves de notre époque, on va dire. C'est quand même quelque chose qui déçoit profondément les femmes d'elles-mêmes. C'est un sujet tabou dont on peut difficilement parler. Et le numérique, en fait, quand même, le web, c'est quand même un espace plus libre de discussion et on se rend bien compte que c'est un espèce d'exutoire pour de nombreuses femmes via les forums pour exprimer finalement leur douleur, leur appréhension, leurs regrets par rapport à l'acte qu'elles ont pu poser. Et moi, j'ai été confronté à des jeunes filles qui étaient pris finalement dans cette culpabilité de culpabiliser. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient même pas dire en fait leur culpabilité, puisqu'en gros, elles avaient l'air d'avoir un problème si elles culpabilisaient, puisque c'est un acte anodin. Donc en fait, c'est le contraste entre la violence que représente cet acte-là dans la vie d'une femme et de la famille qui l'entoure, et le silence absolument sidéral qu'il y a autour, qui m'ont, j'allais dire, créé un petit stimulus en disant non mais là, si tu veux, c'est pas un positionnement pour me positionner, mais si tu veux, c'était un sursaut intérieur. Je me suis dit non mais là, s'il y a bien, moi en tant que communicant, un sujet dont je veux me saisir, parce qu'en fait c'est un sac de nœuds et on n'y comprend plus rien. Et moi je veux comprendre ce qui se passe et ce qui fait souffrir autant de gens, tu vois. Et moi-même, voilà, ça m'interroge, quoi. Je suis né après 75, j'avais quand même une chance sur 5 d'y passer avant de naître, statistiquement certes, mais c'est pas le cas de tous mes copains, quoi. Donc c'est une vraie question de société fondamentale, et le fait qu'on refuse de se la poser, ça révèle quand même un vrai problème, voilà, là-dessus. Et donc du coup, voilà, il fallait le faire intelligemment, et c'est pour ça que j'ai abordé ce sujet avec un angle publicitaire, ce qui était nouveau. Il y a beaucoup de mes pairs qui l'ont fait avec un angle militant, politique, légal. Moi, j'ai voulu faire comprendre, enfin sensibiliser et ramener le débat, en tout cas les conditions d'un débat sain sur l'IVG, comme j'aurais pu le faire pour une basket Nike Air. Je pense qu'en fait, c'est très compliqué d'avoir une opinion sur l'IVG déjà quand tu l'as vécu. Tu vois, parce qu'en fait, tu n'as pas véritablement le recul. Et puis, la réminiscence de l'IVG, aujourd'hui, elle va être personnelle, elle va être émotionnelle, elle va être subjective. Ça ne va pas être un sujet dont tu vas pouvoir te saisir, comme si, par exemple, tu n'es pas diabétique et puis tu as un frère qui devient diabétique. Et là, d'un seul coup, tu es extérieur à la chose et donc, du coup, tu peux l'appréhender, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est mystérieux, c'est qu'en fait, c'est une souffrance tellement indicible, tellement mystérieuse qu'en fait, fondamentalement, de la même manière que les gens qui n'ont pas connu la drogue sont peut-être les mieux à même d'aider ceux qui se droguent, eh bien, et sur un sujet aussi compliqué que l'IVG, eh bien, le fait de l'avoir vécu aide pas forcément à avoir un avis là-dessus. Donc je dirais que la jeunesse, en fait, elle subit un peu l'IVG, plus qu'elle n'a d'avis sur lui. Et puis surtout, elle ne l'appréhende pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sujet tabou, donc c'est un sujet dont on ne parle pas. Donc en fait, avant d'être confronté à une grossesse imprévue, ils pensent pas du tout à l'IVG. Pour eux, c'est pas du tout un élément de débat ou un élément de positionnement, d'opinion ou politique, tu vois. En revanche, après, quand ça leur tombe dessus, l'IVG devient pas une opinion, mais une réalité, voilà, de leur vie, quoi. Et donc du coup, il est trop tard pour en avoir une opinion, parce qu'en fait, ça leur tombe dessus. Déjà, ça dépend dans quel cadre, hein, si c'est devant une caméra ou si c'est dans un dîner. On va dire que si c'est dans un dîner, il faut être très délicat déjà, parce que c'est un sujet qui concerne une femme sur deux, et dans tous les milieux, hein. Et donc du coup, nécessairement, avoir une opinion un peu tranchée et un petit peu froide sur le sujet, ça sera contre-productif. Ensuite, il y a alors moi je suis quelqu'un qui s'intéresse à l'opinion et puis au levier de persuasion, et je sais pour l'avoir testé que parler de l'embryon, par exemple, alors souvent chez les défenseurs du droit à la vie, ce qu'on appelle, enfin des gens qui sont opposés à l'avortement, souvent ils invoquent l'embryon et un peu le statut de l'embryon, c'est un être humain, etc. C'est pas quelque chose qui porte du fruit, cet argument-là, parce qu'en fait fondamentalement, réaliser que c'est un être humain, quelque part déjà dans le processus de maternité, c'est déjà l'acceptation d'une existence qui n'est pas la tienne, et en fait ça prend du temps de réaliser que c'est un être humain. Et pour la femme déjà, la jeune maman, c'est déjà un processus, c'est déjà un processus de découverte et de dialogue interne, tu vois. Alors je te parle pas du mec et je te parle pas de l'entourage, tu vois. Donc l'idée de dire scientifiquement c'est prouvé que c'est un être humain, même si c'est vrai, ça marche pas, parce qu'en fait on n'avorte jamais pour des raisons rationnelles. Parce que c'est un être humain ou pas. On avorte parce qu'en fait, on se sent trop petit, trop insuffisant pour assumer cette vie nouvelle. Et en fait, on se dit, mais en fait, je ne serais pas capable d'assumer. Donc en fait, on avorte par amour, par compassion.
Tu vois, on n'avorte pas pour dire est-ce que c'est un être humain ou pas un être humain, ou en faisant un tableur Excel en disant bon, alors il y a la raison pour, il y a la raison contre, tu vois. Donc, par exemple, ça c'est un premier truc que je déconseillerais. Voilà, je parlerais essentiellement de dire qu'est-ce que tu désires au fond de toi, tu vois, ou est-ce que finalement cet embryon là qui vient, il pose pas une question à toute la société, par exemple, tu vois, ça c'est intéressant en disant est-ce que vous vous aimez assez pour accepter ma venue, tu vois, désenclaver le truc, tu vois, un maximum, et montrer qu'on est tous concernés. Par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de faire et je pense que c'est profondément vrai en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous plus ou moins responsables du niveau d'avortement qu'on a en France, parce que c'est par les réponses de l'entourage et par la bienveillance dont on va entourer une jeune maman, surtout quand elle est maman alors qu'elle ne l'avait pas prévu, qu'on va faire en sorte qu'elle se sente finalement suffisamment forte pour assumer cette vie qui vient. Bah ouais, puis souvent ça les arrange qu'on les oublie, parce qu'en gros, fondamentalement, ils ont un poids vraiment très important dans la décision d'avorter. Bien que, évidemment, une grande partie des féministes le nient, puisqu'elles disent no uterus, no opinion. Donc en gros, t'as pas d'utérus, tu peux pas comprendre, donc t'as pas à formuler d'opinion. Donc déjà, c'est une négation de la paternité, potentiellement. Mais c'est surtout qu'en fait, fondamentalement, ça laisse à penser, et d'ailleurs c'était tout le sens du délit d'entrave, que finalement une vraie liberté, un choix libre ne se prend que seul et isolé des autres, et de l'influence des autres. Alors fondamentalement, s'il y a bien quelque chose qui vous relie aux autres, par définition à un autre et aux autres par définition, puisqu'on est finalement transmetteur de vie, c'est bien la maternité. Donc c'est bien une épreuve qui ne peut pas se vivre seule. Et je tiens bien, voilà, par exemple, un truc que tu disais, quel conseil donner, dire on a le droit de pleurer parce qu'on est enceinte, on a le droit de vouloir avorter, parce que fondamentalement il y a aussi tout un discours en disant un enfant c'est une bénédiction, etc. Aujourd'hui, dans le cadre, dans notre société actuelle, les enfants sont plus programmés dans un mariage, avec un terreau religieux, etc. Donc fondamentalement, il y a de plus en plus... Déjà, un enfant, c'est toujours une surprise, mais alors là, je t'explique même pas, quoi. Les 3/4 des enfants sont imprévus. Donc déjà, le fait de dire, bah ouais, c'est normal de se sentir choqué par cette naissance, et fondamentalement, ça va être dur de l'accepter, c'est déjà quelque part aider l'autre à faire la moitié du chemin. Tu vois ? Et après, le père... il a cette distance parce qu'en fait il sait pas ce qu'il deviendra père quelque part qu'à la naissance, quoi. Quand il va tenir son petit dans les bras, il va enfin réaliser, parce qu'il faut 40 semaines pour être maman, mais il faut un paquet de plus de temps pour l'homme pour finalement advenir à la paternité, quoi, à son statut de père, quoi. Enfin, se sentir père, ça prend du temps. Donc fondamentalement, à la fois les hommes sont déresponsabilisés par la contraception, puis par l'avortement, et donc du coup ils ont du mal, quand ça arrive, à d'un seul coup se transformer en super-héros et de dire attends, j'assume ma chérie, etc. Donc il y a des raisons contextuelles, mais il y a quand même des raisons personnelles aussi. Il y a une forme de lâcheté des hommes et il ne faut pas le nier. Alors donc le fait qu'un homme parle de ce sujet-là, ça a au moins le mérite de repositionner les hommes dans le débat, à défaut de me donner une légitimité que je n'ai pas complètement, puisqu'il eût été préférable qu'à la tête des survivants, il y a une femme. Et donc, par cette vidéo, voilà, si jamais il y a des femmes qui se sentent le courage, puisqu'il en faut, de parler de ce sujet-là, et avec tout le crédit qu'on pourra leur donner du fait qu'elles sont des femmes, eh bien qu'elles se lancent, parce que en fait, c'est une parole qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Je prends conseil auprès des femmes, surtout qui écoutent des femmes en détresse. Et puis il y a beaucoup de jeunes filles qui font partie des survivants, hein. Donc on n'a pas parlé des survivants, mais voilà, ce mouvement d'action un peu événementielle pour sensibiliser l'opinion sur le sujet de l'IVG, eh bien c'est plutôt 65% de jeunes filles. Voilà. Avec les survivants, en fait, en gros, on vient rétablir les conditions d'un débat en disant, voilà, on a un discours face à nous qui est mon corps, mon choix, mon corps m'appartient. Et de fait, en face, on n'avait que une position un peu dogmatique de gens qui disaient oui, mais non, selon le Saint-Évangile ou selon la philosophie, vous n'avez pas le droit, votre acte est immoral. Ça ne tient pas la route. On est dans une société du témoignage, du passionnel. Donc si tu n'as pas effectivement face à une femme qui te dit mon corps m'appartient, quelqu'un qui dit oui, mais mon corps m'appartient, mais moi, mon corps, à moi, en tant qu'enfant, embryon, il m'a toujours appartenu. Donc finalement, c'est un droit contre un autre. Donc ça rétablit les bases, et donc finalement, on arrête de parler de droit, moi je, et on donne un peu de perspective à ce débat en disant non mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Tu vois, c'est pas l'avortement, on a le droit de penser que c'est un droit, mais c'est bien plus qu'un droit, c'est une réalité. Enfin, je pense pas que les Français, quand ils avortent, de savoir que c'est un droit, mais fondamentalement, ils le perçoivent comme un mal nécessaire. Pas comme un droit. Je veux dire, on ne fait pas une surprise party quand sa fille avorte. Donc quelque part, il y a quand même une réalité douloureuse qui est vécue. Et donc du coup, le fait que ça soit un droit, ça exonère finalement d'avoir un colloque intérieur, d'interroger sa conscience. Peut-être, effectivement. Mais fondamentalement, ce n'est pas la question du droit. Donc comment on arrive à aller au-dessus du droit et de dire en fait, qu'est-ce qui est souhaitable pour nos sociétés ?
Est-ce que c'est de voir des jeunes filles de 18 à 19 ans à 20 000 par an qui voient finalement leur première grande histoire d'amour se terminer par un avortement? Est-ce que c'est fondamentalement ce qu'on désire pour notre société? Non. Donc comment, au lieu de dire, bon, de toute façon, c'est indéfendable, donc on bétonne le droit comme un fou, parce que de toute façon, on est incapable de le défendre moralement, bah, on essaie de se dire, bon, ok, nous on dit, mais ok, c'est un droit, vas-y, c'est bon. Mais comment on essaie de limiter le nombre? Déjà, on essaye de limiter la casse en disant, bah voilà, en amont, comment on s'attaque aux vraies raisons de l'avortement, puisque ça concerne que les jeunes. Enfin, à 44%, c'est avant 24 ans. Donc c'est principalement les jeunes filles et les jeunes hommes qui sortent du lycée et qui ont leur première grande histoire, bon, d'abord affective et sexuelle, puis après d'amour, ou l'inverse d'ailleurs, enfin, chaque histoire est unique, mais en fait on va dire c'est là où ça se passe, quoi. Et c'est là où il faut intervenir en disant, bah en fait, ok, c'est cool, le cul c'est bien, mais c'est lié à la procréation, quoi. Donc du coup, il y a quand même un danger. Et donc du coup, comment finalement bah, tu intègres toutes les dimensions de ton être dans l'acte sexuel que tu vas poser, quoi. Et donc du coup, comment tu vérifies que le mec avec qui tu le fais, bah, il va un peu assumer derrière, quoi, tu vois. Bah, déjà, ne serait-ce qu'introduire ça, voilà, dans l'éducation, ça serait une manière de faire un peu de prévention et pas simplement en disant couvrez-vous, quoi, protégez-vous. C'est quoi? Bah, la position libertaire, elle a pour mobile l'épanouissement de soi tel qu'on le perçoit comme bon. Donc en fait, c'est l'idéal du progrès ou libertaire, c'est le fait de dire que je suis le seuil de ma propre conscience et du bien et du mal. Et donc fondamentalement, c'est à moi de définir ce que sera ma vie et si elle sera bien ou mal. La contraception, c'est très compliqué parce que la contraception, c'est quand même de l'ordre du privé. Même si effectivement la contraception et l'avortement sont intimement liés. On va dire que ce qu'on dit par rapport à la contraception, c'est que par définition, l'enfant est perçu comme un accident, puisque par définition, la contraception est censée t'exonérer de l'enfant. Or, elle ne marche pas, puisque 70% des femmes qui avortent étaient sous contraceptif. Donc en fait, ça ne marche pas. Et donc du coup, le fait de bastonner prenez la contraception et il y aura moins d'avortements, c'est faux, puisqu'en fait, en gros, tous les pays qui ont fait la promotion de l'avortement, de la contraception, ont vu leur nombre d'avortements ou stagner ou augmenter. Donc nous, si tu veux, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'avoir recours à l'évangile pour avoir un raisonnement logique là-dessus et de dire, bah non, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les jeunes fassent le lien entre sexualité et procréation pour qu'en gros, ils pressentent que si une jeune fille est mûre à 16 ans pour avoir des rapports sexuels, elle est potentiellement pour être mère. Et donc du coup, d'apprendre finalement à aimer avant de faire l'amour. Enfin, Après, l'évangile, on l'utilise beaucoup plus pour donner du jus et de l'espoir finalement dans notre discours. C'est-à-dire de dire le meilleur est à venir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas savoir de quoi la vie sera faite. Il n'y a pas de cahier des charges du bonheur. Là, c'est quelque chose qui va rejoindre des valeurs évangéliques dans la mesure où en fait, bah oui, on sait que des vies pauvres, des vies qui paraissent inutiles, finalement, en fait, vont faire beaucoup de bien, alors que des vies de gens très puissants qui ont entrepris beaucoup de choses, en fait, finalement, auront écrasé beaucoup de monde. Donc, en fait, souvent, on se place comme arbitre du bonheur de l'enfant. Et en fait, c'est compréhensible. Mais en fait, en gros, comment on arrive à aller au-delà de ça en disant, mais en fait, non, cet enfant, il a des choses à donner au monde, quoi. Et on ne sait pas ce que ça sera. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un saut dans le vide. Et ça, ce saut dans le vide, c'est pas du militantisme politique. Ça va, tu te rends bien compte, ça vient un degré au-dessus. Et donc, du coup, oui, ça vient faire appel aux capacités les plus profondes, les capacités spirituelles et psychologiques de l'être. Et donc, du coup, forcément, pour certains, c'est nourri de l'évangile. Donc moi je suis publicitaire à l'origine et donc du coup évidemment j'étais passionné par toutes les grandes campagnes de Greenpeace, de WWF, enfin principalement des structures écologiques mais aussi des structures féministes, etc. et de la manière dont ils avaient de trouver des leviers émotionnels pour faire entendre leur message. Et donc du coup ça m'a toujours passionné et c'est vrai qu'un discours il peut être parfaitement juste, c'est pas pour ça qu'il est compréhensible ou qu'il est séduisant. Tu vois. Et donc du coup l'idée c'est que bon ça m'a beaucoup inspiré. Il y a plein de techniques, par exemple le fait de demander la participation des internautes, c'est-à-dire que c'est les internautes qui font le contenu à ta place sur un canevas que tu leur as donné, par exemple, ça c'est intéressant. Évidemment l'usage des réseaux sociaux avec des contenus, ce qu'on appelle du snack content, c'est-à-dire c'est du contenu bref, du contenu. Alors la difficulté du web, c'est qu'il n'y a pas de persistance. C'est-à-dire qu'en fait les gens sont abreuvés de messages et donc du coup quand tu fais de l'activisme sur le web, c'est très difficile
de faire en sorte que les gens, bah, en gros, ils retiennent vraiment le fond de ton message. Tu vois, souvent, tu vas être sur des leviers émotionnels, donc du coup, finalement, c'est de la distraction, quoi. Tout le monde bouffe de la distraction, et donc du coup, sur un sujet aussi grave que l'IVG, bon, bah voilà, tu vois, c'est très difficile d'arriver à faire ça. Alors après, bon, on a quand même fait des très beaux coups. Alors, le dernier en date, c'est évidemment Simone Veil. Puisque en fait on avait proposé un visuel d'hommage à Simone Veil, construit selon les codes du mouvement We Are the People américain, donc un mouvement très anti-Trump auquel les féministes pouvaient se raccrocher. C'était inspiré d'un graphiste qui avait fait Yes We Can, l'affiche de Obama, donc vraiment une affiche ultra iconique qu'on avait prévu de sortir à l'annonce du décès de Simone Veil, et on l'a promu par des profils féministes. Et donc du coup, évidemment, le visuel a été liké 50 000 fois en une journée. Et on a évidemment créé aussi des profils à l'occasion du décès de Simone Veil, Madame Simone Veil sur Facebook, etc. Enfin, on avait vraiment tout un écosystème digital de promotion, on va dire, de ce visuel-là. Et ce visuel-là était relié à un site, simoneveil.com, qui était un site vraiment de pure documentation sur Simone Veil. Et à la suite des obsèques, en fait, on a changé le contenu de simoneveil.com et on a mis à la place un web documentaire vraiment construit qu'on avait travaillé pendant 1 an, qui prouvait tout simplement que les intentions de Simone Veil avaient été trahies par la suite. C'est-à-dire que Simone Veil voulait une loi de santé publique pour préserver la santé des femmes et ne considérait pas du tout l'IVG comme un droit, mais comme une dérogation exceptionnelle pour préserver la santé des femmes. Évidemment, on en fait une égérie pro-avortement, alors que fondamentalement, c'était pas du tout ses intentions. Et on nous reproche de détourner Simone Veil, alors que fondamentalement, on pense que c'est surtout eux qui la détournent en faisant une icône du planning familial. Les féministes prennent conscience qu'il y a une vraie domination masculine sur la contraception, parce que les hommes mettent plus la capote. Et finalement imposent à leurs femmes de gérer elles-mêmes leur contraception. Et puis si elles merdent dans leur contraception, oula, c'est elles les coupables. Donc s'il y a un bébé, bon, t'avortes et puis tu m'emmerdes pas. Donc fondamentalement, bon, ça commence à titiller les féministes. Après, il y a des ponts aussi. Oui, bah, sur l'avortement, il y a un consensus, c'est que c'est pas quelque chose d'agréable à vivre, mais ça reste un droit. Et voilà, enfin, pas de débat. Donc là, évidemment, nous, de toute façon, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire, hein, c'est de jeter des ponts. On va dire que sur l'IVG, il y a quand même une réaction un peu dogmatique en face, qui rend quand même le dialogue assez difficile. Alors par le biais de certains journalistes, alors pas forcément des journalistes mainstream, tu vois, qui travaillent pour l'Obs, Libé, tout ça, etc. Là, c'est compliqué. Mais des documentaires, par exemple, il y a un documentaire sur Arte qui va sortir dans pas longtemps. Il me semble que leur démarche, voilà, elle est vraiment de comprendre les choses, et donc du coup peut-être qu'effectivement, comme elles interrogent un peu tout le monde, elles peuvent avoir elles peuvent tirer une conclusion qui puisse être intéressante mais moi j'ai pas du tout peur de débattre avec des féministes, parce qu'en fait pour moi je suis féministe, enfin mon engagement pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'IVG, bah, il est en faveur des femmes. Alors j'aime pas trop les istes, mais on va dire que ça pourrait s'apparenter à du féminisme. Voilà. L'idée, c'est que moi, je pense que la femme, à l'inverse des féministes, je pense que le corps de la femme n'est pas un objet extérieur d'elle-même, mais qui s'est intégré à elle. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, une femme est un corps. Elle est aussi un esprit, mais elle est aussi un corps. Et donc, du coup, mon corps m'appartient, moi, ça me dérange. C'est tu t'appartiens ou tu t'appartiens pas. Donc, du coup, est-ce que tu assumes ta capacité d'être mère? Est-ce que tu assumes finalement la beauté de ce que tu es? Ou finalement, tu vas parler de clito, d'ovaires, et trucs comme ça, avec un dédain pour le corps complètement hallucinant, et qui, à mon avis, ne fait pas l'intérêt des femmes. Et donc, du coup, je pense que les féministes, en tout cas les plus vénères d'entre elles, parlent plus au nom de leur douleur et du sentiment d'avoir été trahies par les hommes, que véritablement, enfin, je pense pas qu'elles portent vraiment en fait le souci de la femme, malheureusement. En fait, bon alors l'agitprop, enfin c'est un terme un peu fourre-tout. On va dire qu'on fait de l'influence numérique, on fait de la guérilla numérique, c'est-à-dire qu'on construit des scénarios pour casser les préjugés. Typiquement, par exemple, quand on a fait, il y a une action qui était menée par des survivants dans le métro, mais moi sur une campagne que j'avais imaginée, qui était finalement de faire parler les embryons qui auraient voté pour chaque élu. Tu vois, montrer, nous sommes les 220 000 voix qui vous manquent. Bah, on s'est fait des candidats de droite, d'extrême gauche et de gauche. Tu vois, et en fait, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est juste de dire, enfin, c'est un sujet qui dépasse le clivage politique classique. Tu vois. Donc ça, on casse un préjugé, par exemple. Tu vois. Quand on fait l'opération First Selfie, où on met Bob Marley, Gandhi, Miley Cyrus, enfin bon, en embryon, en train déjà de faire leur signe un peu iconique, tirer la langue ou porter des lunettes, et qu'on montre finalement toute la postérité qu'ils ont eue, et ben finalement on dit, bah voilà, on vient dire ce que je te disais auparavant, c'est-à-dire, bah ouais, on peut pas présager de ce que va devenir une vie.
Tu vois? Donc c'est un message d'espoir, c'est un message aussi culturel. Donc on va dire qu'on fait de l'influence culturelle et on essaye de changer le prisme, le point de vue des Français qui est un peu anesthésié sur le sujet de l'IVG en disant mais non, mais on peut y arriver parce que ça va être beaucoup de lumière dans une pierre qui pue la mort et les ténèbres depuis très longtemps, mais ça va tous nous faire du bien. Acceptons de la réalité de ce qu'est l'avortement et acceptons d'entendre toutes les femmes qui aujourd'hui ont besoin d'en parler parce qu'on ne peut pas rester dans une espèce de situation complètement fermée qui est en France, quoi. C'est pas possible. Si c'est un sujet qui est anodin, il faut pouvoir en parler. Or, on ne peut pas en parler, donc c'est bien qu'il y a un problème. L'IVG, 44% des IVG sont subis par des femmes qui ont en dessous de 24 ans. Et ce qu'il faut retenir dans ce chiffre, c'est qu'il y a 10% entre 18 et 19 ans. Donc en fait, c'est vraiment la sortie du bac, c'est vraiment l'émancipation, la première année d'études, etc. Donc, et quand on sait que dans les moins de 60% restants, les 56 exactement, eh bien, tu as beaucoup de récidives, tu te dis qu'en fait, en gros, déjà en évitant que nos jeunes filles connaissent un avortement trop tôt, eh bien, ça serait déjà un énorme progrès. Donc, il y a des solutions. C'est des chiffres de l'INED. L'INED, oui, c'est ça. Bon, c'est les chiffres officiels. En fait, tu fais un simple calcul, tu regardes par tranche d'âge le nombre d'avortements et puis tu as le ratio. Non, parce que les États-Unis, en fait, moi je suis allé à la March for Life, je suis allé rencontrer effectivement des gens aux États-Unis. Déjà, il faut comprendre, aux États-Unis, l'avortement, être pour ou contre, c'est un marqueur politique. Donc c'est un business. C'est-à-dire quand tu es contre l'avortement, tu es républicain, quand tu es pour, tu es démocrate. Hein. Pour la faire courte, c'est pas loin d'être ça, malheureusement. Et les démocrates qui sont un petit peu nuancés, ils ont un peu du mal à se faire entendre, tu vois. Donc du coup, bon, c'est hyper manichéen, quoi, tu vois, aux États-Unis. Ensuite, ils ont une approche hyper rationnelle, pour le coup, hyper... bon, c'est un enfant ou c'est pas un enfant, justement, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, bon, certes, on remarque qu'effectivement, il y a une avancée entre ce qu'on qualifie des pro-life, mais sur des bases qui sont pas, moi, je trouve toujours très saines. C'est-à-dire que fondamentalement, je suis pas sûr qu'un changement de majorité, on reviendra pas finalement à une logique de promotion de l'avortement, alors qu'en fait, fondamentalement, réduire le nombre d'avortements, c'est un défi social, c'est pas un défi que politique. En fait, en gros, on se rend bien compte qu'en gros, ça dépend de la manière dont tu as aimé tes enfants, dont tu leur as parlé d'amour, tout simplement, dans la manière dont tu les as élevés. Donc finalement, l'avortement, c'est un marqueur social, quoi. Plus il y a une société où finalement les couples sont laissés à eux-mêmes, où il y a un délitement du noyau familial, où il y a ça, plus il y a d'avortements, en fait. Donc, et puis il y a une peur quand même de l'avenir, parce qu'en fait, il y a quand même ça qui est intimement lié. Et puis c'est aussi très très lié au divorce. C'est-à-dire que fondamentalement, tu es avec une meuf, tu as un enfant, alors que c'est pas prévu, tes parents ont divorcé, tu te dis, attends, quelle est la chance que je reste avec cette fille-là finalement, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a déjà une épée de Damoclès, une première, la deuxième avec l'enfant, c'est un peu lourd à apporter. Donc forcément, il y a beaucoup d'avortements, parce qu'en fait, il y a une espèce de manque de ressources psychologiques et spirituelles pour affronter la dureté de la vie, en tout cas la dureté momentanée de la vie, parce qu'en fait, on se rend bien compte que des femmes qui vont au bout dans un espèce de miracle et de courage hallucinant, en fait, fondamentalement, il y a des solidarités de dingue qui se déclenchent autour d'elles, mais c'est un pari, en fait. Et donc, du coup, c'est pas l'histoire d'être républicain ou démocrate. Donc, en fait, moi, si tu veux, les Américains, et puis en plus, ils instrumentalisent le corps des embryons pour en faire des images chocs, ce qui me révolte, parce que moi, si je suis pour que les femmes gardent leur bébé, c'est parce que j'ai le respect du corps humain, et si je pense que l'embryon est un corps humain, je vais pas utiliser ce corps humain à des fins de propagande. C'est exactement comme si les propagandistes de guerre qui vont photographier des charniers, quoi, tu vois. Pour moi, c'est de l'irrespect. Et donc, du coup, je pense que les Américains ont vraiment un vrai problème là-dessus, quoi. Enfin, je ne sais pas du tout mes modèles. Non, il y a pas. C'est une partie des solutions. Il y en a plusieurs. Il y a le fait d'éventuellement responsabiliser les pères, ou au moins faire en sorte qu'ils soient au courant quand leur nana avorte. Donc déjà, au moins qu'ils puissent se mettre un gris-gris. Ok, je suis au courant. Tu vois, pas s'opposer parce que c'est inconcevable. Deuxièmement, par exemple, c'est permettre une vraie liberté de choix. Alors la liberté de choix, elle est compliquée parce qu'on sait qu'il faut 40 semaines pour devenir mère. C'est un long processus. Et là, en 6 semaines, 7 semaines, elle doit se positionner. Donc c'est super compliqué. Mais à ce moment-là, s'assurer qu'il n'y ait pas de pression sur les jeunes filles pour ou contre. Or, a priori, il y a quand même beaucoup plus de pression contre la venue du bébé parce qu'elle va perturber tout l'écosystème autour d'elle et pas simplement que leur vie.
Et qui va devoir assumer? C'est papa, maman, etc. Ils n'ont pas envie. Donc c'est une prise de conscience, c'est de dire. Donc en fait non, c'est pas que l'éducation affective et sexuelle, mais c'est vrai que ça pourrait contribuer à réduire le nombre d'IVG. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, typiquement dans le cadre aujourd'hui, il y a plus de la moitié des IVG qui se font par voie chimique, donc c'est-à-dire chez soi. Donc on prend un premier médicament, si on peut l'appeler comme ça, qui en fait va contribuer à décoller l'endomètre en fait. Et après, on prend un cytotec au planning, enfin à l'hôpital, qui va provoquer des contractions artificielles. Et donc parfois ça se fait à la maison, parfois ça se fait en hôpital avec le contrôle médical du planning familial. Bon, bah ça typiquement, il n'y a pas de machine arrière. C'est-à-dire que quand tu as pris ta première pilule, tu peux, on entend plein de témoignages de filles qui disent non mais en fait j'ai fait une connerie, non mais je veux pas, je le veux ce bébé, etc. On ne sait jamais si on veut un bébé, surtout quand on est tout seul à choisir, c'est quand même très compliqué. Donc du coup, bah, s'il y a une ambivalence, au moins qu'elle puisse être respectée jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai des jeunes filles qui m'ont dit, j'ai voulu faire demi-tour avant le bloc opératoire. Et on m'a dit, attends, écoute ma chérie, rends pas les choses plus compliquées. Donc en fait, voilà, il y a un regard envers la faiblesse, et puis montrer que la maternité, c'est pas une maladie, quoi. Que c'est quelque chose qui rend vulnérable. Et donc du coup, les femmes qui tombent enceintes, elles ont besoin de notre aide, elles ont besoin qu'on soit là, et un choix libre, et c'est ça peut-être le plus important, c'est de montrer qu'un choix libre, c'est de mettre les plateaux au même niveau, et c'est de dire, ok, tu peux choisir d'avorter ou de garder le bébé, mais pour avoir ce choix-là, il faut que je garantisse que si tu gardes le bébé, ça va pas te gâcher ta vie, parce que sinon c'est pas possible. C'est pas un choix équitable. Or, ces garanties-là ne sont pas promus, ne sont pas proposés même, parce qu'en fait il y a plein d'aides pour les femmes qui choisissent de garder leur enfant, mais en fait fondamentalement on préfère ne pas en parler, parce qu'en fait ça deviendrait compliqué, parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on commence à en parler, on va créer le doute, donc il va y avoir des rendez-vous, des annulations, ça va être le merdier, etc. Non, non, tu vois? Ça va coûter cher aussi. Et ben ou alors ça va coûter cher, l'avortement coûte cher. Hein. Il n'est pas rentable, hein. Donc c'est pour ça qu'il est autant d'ailleurs sponsorisé par la sécurité sociale, quoi, qui rembourse plus les procédures d'avortement que les procédures liées à la maternité, à la grossesse. Et parce qu'en fait, c'est coûteux, c'est un acte qui est coûteux, et puis en plus qui engendre du déplaisir, quoi. C'est-à-dire, enfin, en gros, même les médecins qui sont pro-avortement, ouvertement, etc., ils n'ont pas énormément de plaisir à faire des curetages et des avortements chirurgicaux. C'est pas quelque chose qui est très agréable à faire. Donc après, il n'est pas rentable parce que je sais pas comment dire, en gros c'est une intervention mais qui ne... Donc du coup on peut pas attaquer, personne ne fait du pognon avec l'avortement en France, quoi, ça c'est clair. Ce qui est d'ailleurs pas un mal, hein, mais du coup voilà, il y a des cliniques privées en Espagne par exemple qui accueillent de nombreuses femmes qui sont hors délai, etc. et qui font des avortements un peu à la chaîne pour faire du pognon. C'est pas du tout le cas en France. En revanche, évidemment, on sait qu'aujourd'hui, si le libéralisme fait la promotion de la dérégulation de la maternité, c'est bien pour après accéder au capitalisme du vivant. Parce que finalement, aujourd'hui, à force d'acheter des tables, des chaises, des trucs comme ça, on n'a plus rien à acheter. Donc on va acheter des services humains. Et donc du coup, on va acheter un troisième bras, un deuxième sexe ou un deuxième ventre pour porter son enfant, pour vivre plus longtemps ou pas être déformé. Donc en gros, l'idée c'est que dans les évolutions biologiques, eh bien, le capitalisme peut trouver une forme de renouvellement et des leviers de croissance. Mais évidemment, à quel prix, il faut quand même se poser la question, quoi. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai quelque chose de vrai, je me dis mais comment ça marche pas, tu vois, enfin... C'est fou, quoi. On a quand même une réalité il me semble quelque chose de vrai à annoncer. Et en gros, on passe pour des réacs, des fachos et des compagnies, etc. C'est qu'on doit mal s'exprimer, puisqu'on a quelque chose de vrai à dire, qu'on a pu constater, tu vois. Donc, évidemment, moi, mes maîtres à penser, c'est... mais je suis pas vraiment un intello, donc c'est un peu arrogant de dire ça. Mais on va dire que des gens dont je me réclame, c'est Bernanos, par exemple, tu vois, c'est Chesterton, c'est Gustave Thibon, Peggy, Simone Veil, tu vois, des gens comme ça. Mais bon, je les lis un peu, tu vois, mais bon, je me les fais traduire par d'autres gars, des gars comme vous, voilà. Donc, mais voilà, donc évidemment, j'ai un corpus, et puis je suis chrétien, donc en fait, forcément, je suis animé par quelque chose. Mais on va dire que moi, je suis vraiment dans une stratégie des moyens, en fait, vraiment, quoi. Donc moi, mes modèles, c'est surtout des gens qui ont su se faire comprendre. Hein. José Bové, par exemple, il m'intéresse, tu vois, parce que je me suis dit, voilà, ce gars-là, on a vu jusqu'où allait son engagement, puisqu'il a dit lui-même, je défends le plus petit, la graine comme l'embryon, donc la cellule embryonnaire. Donc fondamentalement, il est écolo jusqu'au bout de la logique, et il n'a pas hésité à mener des actions quand même assez courageuses.
Par exemple, pour moi, c'est pas un prophète, enfin, c'est pas quelqu'un qui a un maître à penser, mais j'aime bien analyser comment il a pu faire évoluer l'opinion, tu vois. Watson de Sea Shepherd, qui est un peu le bras vénère de Greenpeace, pareil, c'est intéressant, voilà, de savoir comment il a apporté tout le romantisme qu'il fallait à la cause écologique. Et donc ça m'intéresse. Et donc du coup voilà, l'art graphique m'intéresse, l'art vidéo m'intéresse, l'art du langage m'intéresse. Comment on peut exprimer pacifiquement et ouvrir des perspectives aux gens plutôt qu'être dans une espèce de fermeture de débat ou avoir une position où finalement on se fait plus plaisir qu'autre chose, quoi. On a le devoir de se faire comprendre et on a le devoir de faire aimer les idées qu'on défend. Et pour ça, ça présuppose d'avoir des techniques, d'avoir un vrai savoir-faire et puis de savoir observer les campagnes de publicité qui finalement, jouant sur un levier émotionnel, sur une attente informulée, sur un moment partagé, savent rejoindre les gens. Ils l'ont fait pour la sécurité routière. Je ne vois vraiment pas pourquoi on n'y arriverait pas sur l'IVG, même si on n'a pas les mêmes budgets. Et je pense que le tabou, il doit être pété dans les familles. Il ne doit pas forcément être pété dans les médias ou en politique, etc. Parce qu'en fait, ça dépasse largement le champ politique, l'avortement. Évidemment, si on avait des politiques qui voulaient résoudre le problème, il n'y a pas de problème, mais ils peuvent se résoudre d'emblée, parce qu'en fait, c'est quand même intime, la maternité. Donc en fait, si on a une réaction solidaire en disant « Attends, comment on se débrouille pour réfléchir quand on veut un enfant, avoir une sexualité responsable, mais après, si ça arrive quand même, considérer que c'est peut-être une aubaine pour nous », ça c'est culturel, tu vois. Donc en fait, c'est une idée qui peut faire son chemin. La maternité a été perçue comme un frein à cette émancipation très soudaine de la femme. Je pense que les femmes vont réaliser dans les années qui viennent qu'en fait la maternité n'est pas antinomique de leur émancipation, mais qu'en fait, tout en étant mère, on peut construire un modèle de société qui respecte leur maternité et leur talent propre pour le monde professionnel et économique. Donc tout ça, on est en train de s'ajuster, je pense. Et puis il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est l'insécurité. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, quand on se sent sûr et en pleine possession de sa vie, eh bien on la planifie. Lorsqu'on est menacé de l'extérieur ou de l'intérieur par un ennemi, un adversaire quel qu'il soit, on se sent plus fort à deux que tout seul. Et donc du coup, on observe quand même que dans des situations d'insécurité, les femmes ont plutôt tendance à garder leur enfant. Je ne souhaite pas que évidemment ce climat d'insécurité se développe en France, même si tout laisse à penser qu'il va se développer. En tout cas, l'avortement, c'est pas quelque chose qui va durer, voilà, je pense. Voilà, je suis assez confiant, quoi. Les prolos, comme tu dis, justement, du fait de l'insécurité matérielle, en gros, ils ont développé des circuits d'entraide. Et souvent, c'est des gens qui sont plus ou religieux, ou en tout cas qui ont une forme de philosophie de vie, et surtout qui n'ont pas de respect humain, c'est-à-dire qui n'ont pas la peur du regard de l'autre. Alors, à part dans certaines communautés très très religieuses, etc., où là, je me fais chasser par mon père si je garde ce bébé, mais en tout cas, on observe que, par exemple, on avorte... Enfin, quand tu es face à une femme, une jeune fille de 19 ans qui a un bébé et qui n'est pas prévu, si elle est d'origine maghrébine et en banlieue, elle a plus de chances de le garder que si elle vient du 16e, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, maman ne voudra pas qu'on ternisse l'image de sa fille et de sa famille en acceptant un bébé en dehors du mariage. Il y a des conventions bourgeoises qui font que l'avortement, on en parle moins, mais l'avortement est tout aussi présent dans les classes qu'on pourrait qualifier de bourgeoises que dans les classes plus prolétaires. Et les classes plus prolétaires ont plutôt tendance à garder leur enfant. Donc en fait, c'est pas du tout une mainmise, ou une manière d'asservir le prolétariat. L'avortement n'est pas du tout ça, quoi. Non, je pense qu'au contraire, le salut vient du peuple pour l'IVG. Le progrès technologique nous a donné l'illusion qu'en gros, fondamentalement, on n'avait plus besoin de règles morales, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, aujourd'hui, tu as un problème, tu as une souffrance, bon, on te la règle, quoi, tu vois. Tu t'ennuies, tu as un problème de temps, on te le règle. Tu as des problèmes de gestion de temps, Donc en fait, c'est effectivement, oui, la technicité et puis la distraction omniprésente a fait qu'il n'y a plus forcément de vie intérieure et il n'y a plus forcément de réflexion sur l'homme. En tout cas, nos contemporains en France ont peut-être un peu du mal à réfléchir là-dessus. Maintenant, ouais, je sais pas s'il y a... Enfin, le discours des mœurs, en gros, en tout cas, ça ne paye plus, ça c'est sûr, quoi. C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie d'avoir des règles, parce que fondamentalement, dans une société qui ne dicte plus, enfin, ne croit plus en bien ou le mal, elle en édicte des tonnes. Parce que par définition, c'est un consensus permanent entre des libertés qui doivent s'accorder. Donc en fait, on produit de la règle, etc. Donc c'est vrai que ça devient difficile de vouloir un retour des mœurs
enfin de la morale, parce que les mœurs c'est plus inconscient en fait. Les mœurs c'est ce qui fait que tu t'effaces devant une femme qui est devant une porte, c'est inconscient quoi, c'est comme une vertu en fait, sociale. Alors que la morale c'est plus une règle plus consciemment édictée, etc. Aujourd'hui les gens n'en veulent plus quoi. Ah, on s'en tape des tonnes, parce que de toute façon on est obligé d'avoir des règles, quoi, tu vois. Et puis l'homme est un animal moral, quoi, c'est-à-dire, enfin un animal moral, je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, l'homme est un être moral, c'est-à-dire que fondamentalement tous les choix qu'il pose vont l'engager dans sa vie. Donc du coup vouloir faire passer la morale comme une manière de ramener un vieux système, c'est faux, parce que tout est moral, qu'elle soit d'un sens ou d'un autre, tout est moral. Donc, mais dans le sujet qui nous intéresse, l'IVG, c'est vrai que c'est très difficile de l'aborder comme un acte moral ou pas moral, en fait, on va dire. Mais il faut juste changer les termes. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Est-ce que tu souhaites vivre ça ou pas? Donc, en fait, en gros, revenir au cœur, quoi, mais au cœur libre, au jardin d'Éden, quoi. Ce qui n'est pas encore atteint par toutes ces... Macron, qui veut être un peu qui veut relancer un peu la France, en tout cas c'est ce qu'il a l'ambition de faire, il faut qu'il réalise que la première entreprise qui va donner les autres entreprises, c'est la famille. Et qu'en fait, les futurs entrepreneurs qui auront le courage d'entreprendre, d'affronter des montagnes, etc., ils vont puiser où ce courage? Ils vont puiser ce courage-là dans l'amour, la confiance qu'ils ont reçue d'un père et d'une mère. C'est impossible autrement. Donc du coup, il faut qu'ils prennent conscience que c'est très bien de vouloir relancer la croissance et de relancer les entreprises, mais les jeunes chefs d'entreprise, ils vont naître dans des familles où ils ont été aimés, où ils ont reçu le capital confiance, quoi. Donc moi, si j'étais lui, j'investirais dans la famille. Et qu'est-ce qui met à mal la famille? C'est le divorce systématisé et l'avortement. Donc du coup, il faut s'attaquer à non pas et justement avoir une position un peu c'est bien ou c'est mal, mais non, mais juste dire bon ok, est-ce qu'on est d'accord que le meilleur divorce c'est celui qu'on évite et le meilleur IVG est celui qu'on évite? Bon voilà, on a une attitude responsable politiquement par rapport à ces facteurs de société et on dit voilà comment on en analyse les causes et comment on y remédie. Et moi il me semble que c'est la voie de la sagesse quoi.